La régulation européenne sur l'IA, la plus contraignante au monde, va-t-elle tuer l'innovation ou au contraire mieux l'encadrer et donner un avantage compétitif aux entreprises européennes? Le sujet divise la communauté de l'IA et nos invités, Stéphane Richard de Perella Weinberg Partners, Arnaud Ponce, du Digital New Deal, et David Lacomblède, de la Villa Niméris, interrogés par Philippe Mabille et Sylvain Roland. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Donc avec Philippe, quand on a préparé ce débat, on a voulu un petit peu déconstruire le débat autour de la régulation qui est très caricatural un petit peu aujourd'hui entre les contre qui sont très contre, les pour qui sont très pour. Il y a sûrement un entre-deux à trouver et voilà, et des lobbies à déconstruire aussi des deux côtés. Donc pour en parler, donc on a trois invités avec trois expériences différentes. On va peut-être commencer par vous, David Lacomblède. Alors je prévient le public qui va peut-être nous se sauver en plein débat pour une contrainte personnelle. Donc David Lacomblède, bonjour. Pour vous, en fait, c'est quoi le vrai débat de la régulation? Pourquoi est-ce qu'on doit sortir de ce débat pour ou contre la régulation? Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Régulera bien qui régulera le dernier. Nous sommes sur un continent qui peut s'enorgueillir d'avoir une vision élevée de l'être humain. Tous les continents ne sont pas au même niveau de ses droits et de ses libertés fondamentales. Et donc nous sommes, en matière de régulation, sur une ligne de crête en Europe, entre un choix qui a été fait par notre continent de protection des consommateurs et des citoyens, et dans le même temps d'être compétitif sur la scène internationale, à un moment où on voit bien que les choses se tendent. C'est Bismarck qui disait dans Une force à trois, il faut être parmi les deux. Et je ne suis pas convaincu que la réponse au protectionnisme annoncé des États-Unis, la régulation soit une bonne réponse parce que, après tout, ils s'en moquent un peu. Aujourd'hui, c'est moins les textes eux-mêmes que leur enchevêtrement qui pose un problème. Parce que si vous songez sur la production législative au niveau européen de ces dernières années, vous avez le Digital Service Act, le RGPD, l'AI Act, autant de textes qui, loin de se compléter, s'empilent avec des applications en droit français, si on doit parler de notre beau pays, par des agences indépendantes qui veillent à leur application. Et on est dans un pays qui est plutôt zélé dans cette application. D'ailleurs, si vous regardez le classement de l'autorité de régulation des données personnelles, qui est la CNIL, elle apparaît chaque année dans le top 3 de celles qui donnent les plus lourdes amendes. Alors c'est bien, ça marque les esprits, mais le bâton ne suffit pas et ne suffit pas toujours auprès d'entreprises qui ont envie d'être pris en considération et qui ont besoin d'être accompagnées. Alors on a celui qui a été PDG d'une grande société française dans laquelle j'ai eu la chance de servir auprès de lui, c'est le groupe Orange, et il pourra témoigner de la difficulté à être soutenu dans son pays et à partir à l'international en conquête. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des opérateurs de télécommunications en Europe qui sont finalement des nains à côté de géants mondiaux. Si vous régulez trop et trop vite et trop loin, vous allez mettre des clôtures autour d'une technologie, et vous l'avez vu aujourd'hui toute la journée, qui ne sont pas encore complètes, elles sont en expérimentation. Et donc vous allez favoriser ceux qui sont déjà installés, les gros, au détriment de vos jeunes pousses qui, elles, sont encore en train de balbutier. Pour cela, je vous renverrai vers l'avis de l'autorité de la concurrence qui a été publié au début de l'été. Alors pas de chance pour eux, ils l'ont fait à un moment où il y avait des élections législatives et autant vous dire que le regard était un peu détourné. Mais qui montre très bien les difficultés d'un pays comme le nôtre, et ça a été complété par le rapport Draghi en matière de compétitivité et donc de productivité. Et donc ne faisons pas de la régulation la réponse par défaut de notre continent, parce que si vous êtes l'arbitre des élégances, à la fin du match, c'est rarement l'arbitre qui gagne le match. Et vous parliez d'enchevêtrement qui ne se fait pas entre les différents textes, mais pourtant il y a un travail aujourd'hui dans la Commission européenne pour harmoniser l'AI Act avec le RGPD notamment. Le but, c'est quand même de créer un corpus numérique qui soit cohérent et qui fonctionne les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'enchevêtrement des textes? Alors, le fait de manière concertée, parce que les décideurs politiques ont bien compris qu'il fallait emmener les entreprises avec eux.
moyennant quoi vous avez des chartes, vous avez des programmes où vous pouvez devancer l'appel, ce qui a été fait récemment à Bruxelles sur l'AI Act, mais ça, seuls les gros peuvent le faire parce que ça demande du temps de présence, ça demande du budget d'avocats pour pouvoir être présent sur ces choses-là. Mais vous avez tout un écosystème qui n'aura pas ces moyens financiers ou de temps et qu'il faut bien accompagner. Il y aura un régulateur sur les IA, mais aujourd'hui, on a le sentiment que le régulateur serait déjà désigné parce qu'il parle un peu plus fort et un peu plus haut que les autres. La réalité, c'est que ce n'est pas automatique pour la CNIL. Après, je comprends, dans toutes les entreprises aujourd'hui, l'IA est tendance. Donc tous ceux qui sont en charge des transformations veulent être sur le sujet. Et il n'est pas illogique, finalement, que les autorités de régulation se prêtent aussi à une course à l'échalote pour être, ou en tout cas pour tenter d'être celui qui les régulera demain. Il y a des réponses pour cela, d'autorégulation, de concertation entre des autorités indépendantes, parce qu'en France, vous avez l'ARCOM, l'ARCEP, qui ont montré qu'ils savaient être en pointe sur leur secteur et parler aux entreprises. Peut-être faut-il mettre un peu plus d'entrepreneurs au sein de la CNIL pour comprendre ce qu'est le monde de l'entreprise. Donc, si je reformule un peu, c'est un problème de lisibilité et de compréhension, notamment par les entreprises. C'est peut-être ce qui vous gênait, vous, Stéphane Richard? Oui, enfin, c'est-à-dire, moi j'ai opéré dans un secteur qui est celui des télécoms, qui est un des plus régulés, je pense, dans les 20 dernières années, avec une optique qui était de développer la concurrence surtout, puisqu'on partait d'une économie de monopole. Et le résultat, c'est qu'en Europe, on est arrivé à avoir une centaine d'opérateurs fixés mobiles, au moins d'ailleurs, c'est même plus que ça, sur un marché en gros de 500 millions d'habitants, là où pour le même marché, on en a 3 aujourd'hui aux États-Unis et 3 en Chine. Qu'un pays comme la Belgique, 11 millions d'habitants, a trouvé intelligent il y a 2 ans de créer un 4e opérateur. Donc c'est dans cette philosophie-là, moi j'ai baigné pendant des années, effectivement. Alors ceci étant dit, quand je regarde maintenant la question de l'IA, moi ça m'inspire deux ou trois réflexions. La première, c'est que, hélas, cette fameuse phrase, je ne sais pas très bien qui est-ce qui l'a prononcée d'ailleurs, il y a quelques années, qui disait finalement dans le monde de la tech aujourd'hui, l'Amérique, c'est l'innovation, la Chine, c'est la production, et l'Europe, c'est la régulation. Ça reste quand même, hélas, une réalité incontournable, quoi. C'est finalement, ce débat arrive toujours avant le reste du monde, et on commence quand même d'abord par traiter la question de la régulation. On la traite d'ailleurs uniquement sous l'angle des risques. Moi, il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai vu l'IA Act de l'Europe, c'est qu'en fait, ça ne parle que des risques. Ça classe les projets en fonction des risques. Il n'y a jamais cette notion de balance avantage-risque qu'on trouve dans beaucoup d'autres domaines, vous voyez, mais on est vraiment dans un continent qui a développé une obsession en fait des risques et de la gestion des risques. Bon. Troisième chose, la régulation en Europe, c'est vrai dans l'IA, ça a été vrai avant, elle a été beaucoup faite contre les Américains, il faut dire. Parce qu'en fait, ceux qui ont dominé depuis 20 ans l'économie du numérique, c'est les gens américains. C'est encore le cas d'ailleurs, hélas, en tout cas pour l'instant, pour l'IA. Et en fait, on se rend compte que ces édifices de régulation, eh bien, ils désavantagent essentiellement les petits, en fait. Parce que les très gros acteurs, ils s'organisent. Ils ont effectivement des bataillons de juristes, d'avocats, etc. Et donc, ça les ennuie, ça les ralentit, ça leur coûte de l'argent, mais ça ne les empêche pas quand même d'avancer. Donc cette régulation européenne, moi c'est ça qui me frappe aussi, elle pénalise d'abord les petits et notamment d'ailleurs les petites entreprises. Et d'ailleurs sans doute plus les petites entreprises européennes que les géants de la tech américaine qu'on a voulu probablement cibler, mais qui ont finalement quand même se sont plutôt bien débrouillés. Et puis la dernière question, c'est le quand en fait. Parce que moi, je trouve qu'en Europe, on a une petite tendance quand même à commencer par dégainer tout de suite la régulation. Vous voyez, aux États-Unis, on dit, bon, il y a une vague qui arrive, il y a une rupture technologique qui arrive, laissons le temps de la profusion, de l'innovation, etc. Et puis, ayons une approche pragmatique de la régulation et qui devra intervenir au bon moment. En Europe, on commence tout de suite par réguler, en disant, oh là là, il y a des choses terribles qu'il faut éviter, donc on commence par poser un cadre de régulation. Et ça, évidemment, en faisant ça, on prend le risque de provoquer un phénomène d'autocensure, en fait.
dans la chaîne de l'innovation en Europe. Et je pense que c'est aussi un des facteurs qui explique le fait que l'écosystème d'innovation, qui est riche en Europe, hein, bien sûr, n'est peut-être pas aussi productif que ce qu'il voudrait. Puis la dernière chose, c'est qu'il y a en Europe plusieurs couches de régulation. Il y a la régulation de l'Union européenne, de la Commission, et puis ensuite il y a la régulation nationale. David parlait de la CNIL, mais il y a 27 CNIL dans l'Union européenne. Et les 27 CNIL, elles ont leur propre indépendance d'abord. S'harmonisent aussi. Elles s'harmonisent plus ou moins. Plus ou moins. Les régulateurs télécoms, alors ça je pourrais en dire beaucoup là-dessus, ils n'ont évidemment pas les mêmes approches exactement pays par pays. Les autorités du contrôle des concentrations, il y a Bruxelles, mais il y a aussi des autorités nationales, l'autorité de la concurrence en France et partout dans les autres pays, ils n'ont pas les mêmes doctrines, ils n'ont pas les mêmes... et donc, quelqu'un qui veut aborder le marché européen sous la forme d'un ensemble unique se trompe complètement, en fait. Il doit développer une approche quasiment pays par pays, ce qui est un énorme handicap pour tout le monde, pour les entreprises, pour les innovateurs. Et donc, c'est cette complexité, en fait, du paysage européen, qui n'est pas un espace unique en matière de régulation et de technologie, qui aussi constitue un handicap, à mon avis. Alors Arnaud Ponce, on a bien posé, je crois, le cadre. Tout le monde est à peu près d'accord sur ce... On salue David Lacomblet en le remerciant d'être venu. Et en étant désolé du retard, mais c'était pour la bonne cause. Malheureusement, on a effectivement pris un peu de retard ce matin. Voilà. Merci d'avoir été là. Alors, ce dilemme est bien connu, innovation versus régulation. Et il n'est pas nouveau. On avait accusé en son temps la CNIL d'être le fossoyeur de l'innovation. Si on regarde les débuts de ChatGPT, le premier pays à interdire ChatGPT au nom du RGPD, c'est l'Italie, qui prend une mesure presque conservatoire d'interdiction. Ce débat a eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'IA qui fait qu'il y a aujourd'hui une nécessité, ou pas, de réguler face à l'arrivée de ces nouveaux outils ? Alors, je vais répondre et je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que comme je suis celui qui défend la régulation sur le panel, il faut que je rebondisse sur ce qui a été dit, et notamment, donc, David est parti, mais je vais quand même reprendre ce qu'il a dit. Quand on parle de l'articulation des différentes régulations qui sont sur la table, DSA, DEMA, DGA, etc., qui ont été citées tout à l'heure, en fait, il faut le penser comme une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle est là, en fait, pour qu'on se tienne droit et qu'on se protège. Et qu'est-ce qui manque à cette colonne vertébrale ? Il ne faut pas prendre une vertèbre, celle qui nous arrange, en disant celle-là elle est trop petite, celle-là elle est trop grande, celle-là elle ne m'arrange pas. Non, il faut prendre l'ensemble. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut la muscler, cette colonne vertébrale. Il faut faire de la jurisprudence. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, cette régulation, si on ne crée pas la jurisprudence qui vient défendre notre marché. Et moi, c'est ça que j'aimerais défendre aujourd'hui, c'est que David disait, oui, mais c'est un périmètre qui va contraindre. Non, c'est un périmètre qui protège, c'est un périmètre qui permet de définir une surface de jeu sur lequel, je m'adapte au cadre, sur lequel on a davantage de chances de gagner. C'est-à-dire que si c'est la course à l'IA générale, on n'a pas tout à l'heure, mais l'IA déjà générative aujourd'hui, donc la course au gigantisme sur les données, sur les capitaux, etc., on est mal parti. Donc on a plutôt intérêt à définir un cadre qui est l'IA de confiance et de se dire là on peut devenir leader. Donc ça c'est ça, une régulation. Et quand je dis que ça nous protège, on peut dire que c'est du soft protectionnisme. C'est-à-dire que la situation géopolitique aujourd'hui, l'arrivée du vice-président Musk, parce qu'il est vice-président en fait, il est en train de... on a deux options en fait. Soit on décide que les règles du jeu sont définies de manière collective et donc politique, et ça se traduit par des lois, et c'est plutôt l'option européenne depuis toujours, et des démocraties en général, soit c'est l'option qui semble apparaître et qui plaît beaucoup aux gens apparemment, c'est que c'est 2-3 milliardaires qui décident, à coup de tweet, du sort du monde et qui donnent les grandes directions. Moi, je crois sincèrement que ce n'est pas notre intérêt. Parce que c'est vrai que dans le développement des premiers modèles, il y avait un côté Far West et braquage de banque. Ils se sont servis sans envergogne des données, notamment de la presse, américaine en l'occurrence. Il y a d'ailleurs des procès qui ont lieu. Il y a un vrai sujet sur la protection des données personnelles. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pose problème ? Qu'est-ce qu'il faudrait réguler ? Enfin, est-ce que l'IA Act règle ces questions ? L'IA Act marche sur deux jambes. Elle est un peu à l'image de toute la colonne vertébrale, la DSA, DGA, DMA, etc. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle protège les droits fondamentaux, donc il y a une dimension, on va dire, RGPD, c'est-à-dire je protège les données personnelles, la vie des gens, etc. Et elle protège, et elle est aussi sur une dimension un peu plus offensive, où elle définit un cadre de confiance, elle pousse les IA à la conformité,
à la transparence, à des critères d'éthique, etc., qui sont logiquement à notre avantage. Donc maintenant, soit on voit le verre à moitié vide en disant « Ah, mais il y a des contraintes », soit on se dit « Ah, ben ces contraintes, elles vont embêter les géants, et donc du coup, ça nous donne un espace de marché. » Parce que, désolé Stéphane, mais quand on dit « ça défend les géants », mais quels géants on parle? Ils sont où, les géants européens? Moi, je ne les connais pas, il faut me les citer. Hein. Donc un géant dans une filière, donc Télécom évidemment, Orange, Accor dans l'hôtellerie, vous trouvez, mais c'est des nains. Enfin, excusez-moi, mais par rapport, parce que toutes les tables rondes avant en ont parlé, donc je me permets de le dire, la valorisation des big tech, n'importe quelle entreprise européenne qui est un géant européen est un nain. Donc protéger qui? Je ne vois pas. Et il y a aussi l'enjeu de créer une Europe de la donnée qui est cruciale pour les entreprises européennes. Et donc là, il y a deux textes qu'on ne parle jamais. C'est le Data Act et le Data Governance Act qui, eux, en fait, mettent en place une véritable stratégie de la donnée européenne et qui, du coup, pourrait permettre à des entreprises dans chaque secteur d'activité de fédérer leurs données, de les mettre en commun pour créer des modèles d'IA, etc. Est-ce que ça vous semble une approche plutôt offensive et plutôt bonne pour développer l'écosystème de l'IA ? Absolument. Je pense que c'est la régulation la plus intéressante parce que c'est la plus offensive, la plus constructive. C'est-à-dire que DMA, DSA, ça défend. Le DGA, ça crée les conditions d'un marché. Ça crée les conditions d'un marché unique de la donnée, que les données circulent au niveau européen pour qu'il y ait un marché de la donnée européen comparable à la taille du marché américain et chinois, et donc on profite de l'effet de réseau, loi de Metcalfe, etc., et donc qu'on puisse faire émerger à terme des big tech. C'est ça le but, au moins en tout cas, aider nos filières à avoir des coopérer pour être au niveau international. Donc, c'est le sujet du dernier rapport qu'on vient de publier, et c'est le sujet que vous avez abordé juste 2 tables rondes avant et dans votre excellent supplément de ce week-end, où je crois que vous êtes le premier grand média à parler d'agentification dans la presse. Félicitations, parce qu'on a besoin de pédagogie, on a besoin que les gens comprennent ces enjeux-là. C'était dans plusieurs tables rondes abordées. Donc l'agentification, c'est le fait qu'on ne va pas chercher les données du web, on va chercher les données des entreprises pour faire des prompts commandes, des prompts d'action, pas des prompts texte sur les systèmes d'information des entreprises pour créer des... je prends l'exemple du travel, par exemple, un travel assistant de filière pour éviter qu'un booking agentifié vienne faire la désintermédiation de trop. Ça, c'est par exemple Gen4 Travel. Bon, bah ça, c'est possible grâce à la régulation. Les Américains, ils ont pompé, scrappé, ça s'appelle, volé, excusez-moi, c'est le mot, toutes les données web du monde, parce que légalement, éthiquement, on est au niveau 0. Et là, ils se disent, bon, maintenant, on va aller chercher les données qui ont plus de valeur, c'est les données des entreprises. Sauf que, malheureusement, les données des entreprises, pour les harmoniser, les mutualiser, il faut une urbanisation. Et ça, c'est les data space, ça s'appelle. C'est donc le Data Governance Act. Donc l'Europe a pris une avance compétitive sur les Américains pour créer des agents, mais il faut s'en saisir. C'est-à-dire qu'au lieu de dire la régulation ou c'est mal, non, cette régulation nous donne un avantage compétitif. On a 18 mois devant nous, il faut y aller. C'est pour ça qu'on a publié ce rapport avec le MEDEF, parce qu'on mobilise les entreprises à se saisir de cette opportunité. Une réaction, Stéphane Richard? Non, moi je reprends juste le petit débat sur les géants européens, les géants américains. Ce que j'observe quand même, c'est que depuis 20 ans, la régulation européenne n'a pas du tout entravé en quoi que ce soit le développement des Américains, bien au contraire, n'a pas non plus suscité d'ailleurs de géants européens, puisqu'effectivement il n'y en a pas et on peut le déplorer. Et donc, ne présentons pas cette spécificité de la régulation européenne comme un outil protectionniste. Ce n'est pas un outil protectionniste, ou alors s'il l'est, il est particulièrement inefficace, parce que dans le domaine du digital, en tout cas, on ne peut pas dire que cette régulation européenne ait permis à des entreprises européennes d'être plus performantes par rapport à leurs concurrents américains. Donc, moi, j'ai tendance à penser un peu l'inverse, on va dire vrai. C'est-à-dire que je pense que au moment où on est aujourd'hui de cette économie numérique, avec les puissances qu'on a, et entre nous d'ailleurs le critère de valorisation boursière, là c'est vraiment le métier que je fais maintenant, il faut le prendre un peu aussi avec du recul, parce que ça ne dit pas tout d'une entreprise. Heureusement, il y a des entreprises qui valent peut-être pas encore beaucoup en bourse, mais qui ont une grande valeur par ailleurs, technologique, sociale, politique, etc. Donc, bon, mais c'est une remarque en passant. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, tiens, et on ne doit pas faire des digressions comme ça parce que on perd le fil de ce qu'on voulait dire. La régulation, donc pour. Pardon, je fais ton boulot. Oui,
Non, mais un des sujets, finalement, il y a des sujets de défense. C'est-à-dire, Oui. est-ce qu'on est agressé aujourd'hui par la puissance américaine comme on l'a été dans la big tech autrefois? Je pense qu'on ne peut pas contester. Aujourd'hui, on utilise plutôt les outils des Américains. Donc, l'histoire se répète. La question, c'est est-ce qu'on a raison de chercher à se défendre? Et est-ce que derrière une défense comme celle-là, ça nous permet de gagner un peu du temps pour construire notre... Parce que tout cela, en gros, ça s'est passé, d'un point de vue du public, 2 ans. Ça date c'est des investissements qui datent d'il y a une dizaine d'années. Est-ce que c'est légitime à un moment donné de se dire, on est quand même, pour tous ces big tech, leur principal marché, vous le savez très bien, Ouais, Stéphane, et à un moment leur dire, attendez, nous on veut bien vous ouvrir, parce qu'ils arrivent en disant, ouvrez-nous toutes vos données. À un moment donné, est-ce qu'on n'a pas d'autre choix? et c'est ça, je pense, qui est Non, aujourd'hui l'enjeu du débat, on est c'est bien d'accord. regagner du temps. On est d'accord. J'ai retrouvé entre-temps ce que je voulais dire. Parfait. Donc j'ai fait mon boulot. Ah oui, non, c'est que la régulation trop tôt et un peu en avance de phase sur le reste du monde, en Europe, je ne pense pas que ça ait favorisé les entreprises européennes. Voilà. Et je pense et je pense notamment d'ailleurs à toutes les jeunes entreprises, des entreprises vraiment innovantes. Je ne suis pas sûr que le fait de leur imposer de façon différentielle par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis, je ne parle pas des autres parties du monde, un carcan des règles ou une régulation trop tôt favorise en quoi que ce soit les entreprises européennes. Et j'observe que depuis 20 ans, toutes les régulations qu'on a mises en place en Europe n'ont absolument pas freiné l'émergence. Ça ne nous a pas vraiment permis de... Et aujourd'hui, dans le domaine de l'IA, sûr. on a des très belles pousses et c'est super et c'est formidable, etc. Il n'empêche que quand on regarde aussi les moyens qui sont mis derrière, les investissements, etc., et puis même d'ailleurs le niveau d'usage qu'on a aujourd'hui sur la planète, c'est encore les Américains qui sont... je rebondis sur ce que disait hier, ce que dit Arthur Mensch de Mistral, qu'on a pu entendre récemment. Il dit, pour nous, Mistral, finalement, ça va, on est 150, la régulation européenne, c'est 5 personnes qu'on va mettre dédiées, c'est des coûts administratifs, on remplit du papier, c'est de la bureaucratie un petit peu, mais s'il faut le faire, on le fait. Mais là où il y a un vrai problème, c'est que l'intelligence artificielle, on le voit bien, c'est une économie de start-up, c'est une économie vraiment de création ex nihilo, et pour des petits... Est-ce que ça n'empêche pas effectivement un certain nombre de petites boîtes de se développer, alors même qu'aux États-Unis, ils sont en train de partir vers une dérégulation totale avec le vice-président Musk, comme tu disais. Donc Arnaud, est-ce que cette position défensive, on pourra la tenir longtemps ? Je crois que l'arbre Mistral ne doit pas cacher la forêt des big tech. C'est une exception qui confirme la règle Mistral. Donc tant mieux, on a cette pépite, c'est génial, mais on ne va pas construire toute une stratégie pour Mistral qui peut-être finira aux États-Unis, on n'en sait rien, alors que globalement, c'est l'intérêt de l'Europe de définir un terrain de jeu qui est davantage sur la défensive, parce qu'on n'est pas en position d'être leader. Donc c'est normal. Je vais juste finir sur une citation, c'est que c'est de Mark Zuckerberg. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense que la régulation précédente est arrivée trop tard, c'est pour ça qu'on a autant de retard. Elle a 20 ans de retard. Donc là, pour une fois, on est un peu plus dans le bon timing, notamment les AI Act. Quand ça n'arrive pas trop tard, il se passe la chose suivante. Mark Zuckerberg a dit la chose suivante sur le RGPD. Il a dit, ouf, heureusement que le RGPD n'arrive que maintenant, sinon Facebook ne serait pas devenu Facebook. Voilà, c'est QFD. Et ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, merci beaucoup. À tous les deux.